Alors bonjour et bienvenue dans ce petit vidéo spécial et spontané que j'ai décidé de lancer totalement influencé par la mise en ligne récente d'une vidéo tag de Alex Bouquet Prada, c'est-à-dire le Mid-Year Book Freakout, qui est inspiré en fait d'une initiative de 3 créatrices, je crois, à Booktube, dont je vais vérifier pour être sûre que je ne me trompe pas. Ça aurait débuté en 2016 et je vois que ce vidéo était paru sur la chaîne Earl Grey Books. Donc, juste pour le topo. Par contre, les autres, elles avaient proposé 14 questions à se poser à mi-année en tant qu'électrice pour voir où s'en va notre année de lecture. Et moi, je vais quand même me baser plus sur l'adaptation de Alex Bouquet Prada. Bien entendu, les catégories étaient en anglais, elles ont été traduites en français. Puis elle a fait un petit tri, là, il y en a quelques-unes qu'elle a laissé tomber. Donc, je vais plus me baser sur ce qu'elle a fait parce que ça correspondait plus à mon mot du jour. Alors, je vais commencer sans plus tarder avec le meilleur livre lu depuis le début 2023. Et là, ça, c'est la pire question à poser à une lectrice. Parce que cette année, depuis janvier, j'ai beaucoup exploré. En partie parce que j'explorais volontairement, en partie parce que, évidemment, j'écoutais beaucoup de booktubers qui me donnaient des idées qui étaient en dehors, peut-être, de ma zone de confort habituelle. Et donc, j'ai découvert beaucoup de plumes que je connaissais pas nécessairement et tout ça. Donc, et ça a bien tombé, j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Donc, je vous dirais que j'ai dû en sélectionner un. J'ai pris celui qui m'a laissé une impression la plus marquante, mais j'en ai eu bien d'autres, bien entendu. Donc, je vais peut-être les mentionner rapidement, là, juste par le titre. Alors, le livre que je classe dans cette catégorie-là, le meilleur livre lu depuis 2023, c'est Vox de Christina Dalcher, que j'ai eu l'opportunité d'entendre en livre audio. Christina Dalcher, c'est une autrice américaine qui fait dans la dystopie. Et dans celui-ci, on va retrouver des États-Unis qui sont aux prises à un changement radical de perception, c'est-à-dire que la droite va comme prendre vraiment le pouvoir et faire en sorte que les femmes sont complètement exclues de la société. Elles ne peuvent pas prendre parole, littéralement, parce qu'elles ont un compteur de mots, elles ont un quota de mots qu'elles peuvent dire par jour, et si elles le dépassent, il y a des conséquences physiologiques, donc des chocs qui sont donnés, ça peut aller jusqu'à des chocs tellement forts qu'elles peuvent mourir. Et on va suivre, dans le fond, une mère de famille à ce moment-là, qui est réduite à son rôle initial de la genèse, mais qui en fait est une scientifique, qui était une chercheuse en neurosciences, si je me souviens bien, et qui a dû malheureusement piler sur, en fait, se résoudre à se conformer, malgré le fait que c'est quelqu'un qui a une grande vivacité d'esprit et qui souffre beaucoup de cette mise à l'écart-là. Elle est en couple, elle a des enfants, elle a des garçons et une fille, donc sa petite fille est également sous le joug de cette affreuse contrainte-là qui est donnée à la société. Et on va la suivre au fur et à mesure de son évolution, comment elle va essayer de gérer ça. Elle va finir par être demandée à mettre à contribution par le gouvernement de façon tout à fait bizarre parce que le président, son frère, aurait eu un accident et serait tombé comme dans une espèce de une aphasie dans le fond, puis elle était spécialisée là-dedans, puis là, ils veulent vraiment que elle arrive à le sauver et elle met ses conditions pour ça. Elle dit « Ok, je vais vous aider, mais enlevez-moi mon compteur de mots ainsi qu'à ma fille. » Et elle va tranquillement s'installer dans cette routine-là du gouvernement et commencer à comprendre beaucoup de choses par rapport à ce mouvement-là, cette contrainte-là, les ramifications que ça a. J'en dirai pas plus parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est haletant, qui est intéressant à découvrir par soi-même. C'est quelque chose qui donne un choc. C'est quelque chose qui donne un choc parce que c'est pas, évidemment, c'est de la fiction, mais c'est pas si loin de quelque chose qui pourrait se passer ou qui se passe déjà, bon, pas avec les compteurs de mots, mais dans beaucoup de sociétés où les femmes, leur voix est complètement brimée. Elle n'existe plus en société. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe. Donc, il ne faut pas penser que c'est juste de la fiction. Ça va vraiment marquer. La plume de l'autrice est majeure. C'est pas un style particulier, c'est juste que ce qu'elle arrive à évoquer, l'ambiance dans laquelle elle arrive à nous mettre, comment elle a construit les personnages, à quel point ils sont pas à 2 dimensions. C'est pas du tout noir, tout blanc. Ça confronte par rapport à, on a l'impression de savoir quel côté il faut qu'on prenne, quel bord on doit se mettre, mais en même temps, on se rend compte que finalement, il y a des horreurs, mais il y a aussi des gens qui se situent
entre les deux, comment l'humain peut être potentiellement influencé. Bref, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc, ça existe également en traduction française. Je vais vous mettre la vignette ici si jamais vous voulez lire. Moi, j'ai lu en original. Alors, voici pour la première catégorie. Je vais essayer de ne pas être longue comme ça à chaque fois, sinon on va être là encore la semaine prochaine. Deuxième catégorie, meilleure suite de séries lues depuis début 2023. Alors, je dois vous dire, puis ça va être en lien avec une autre catégorie après, que depuis l'année passée, je me suis lancée, bon, pour diverses raisons, dans la découverte du Cozy Mystery qui me convenait. Donc, j'avais envie de lire du policier, mais je n'avais pas nécessairement envie de me faire happer par des univers trop sordides et tout ça. Donc, je suis allée dans le Cozy Mystery, qui, pour rappel, c'est en général un genre qui met de l'avant une enquête souvent qui se passe dans un petit village en campagne ou dans une petite communauté fermée, qui est souvent menée par des gens qui ne sont pas des professionnels. Donc, et on a un petit peu d'humour là-dedans, on est un petit peu plus dans les soulignés à gros traits, donc bon, ça ressemble un petit peu à ça. Moi, c'est sûr que j'ai découvert plein de plumes là-dedans, des chouettes et des moins chouettes, mais j'ai des séries préférées. Et là, je vous dirais que j'ai encore une fois eu de la difficulté à choisir. J'ai lu beaucoup de bonnes suites de séries, mais je me suis fiée sur ce que j'avais mis comme notation dans Goodreads, parce que des fois, je les ai tellement aimées que j'ai l'impression qu'après ça, tout est égal, mais visiblement, j'avais apprécié plus cette suite-là. Donc, c'est le tome 3 du Thursday Murder Club Mystery de Richard Osman, qui est The Bullet That Missed, qui existe également en français. Je vais vous mettre ici la vignette. Donc, on va suivre. Je ne peux pas beaucoup vous en parler parce que c'est un tome 3, mais pour rappel, cette série-là se déroule dans une maison, une espèce de complexe où des gens retraités autonomes habitent, et on va retrouver un groupe d'amis de 4 personnes qui se retrouvent tous les Thursdays pour essayer de revisiter des crimes qui ont été non élucidés pour essayer de voir s'ils ne peuvent pas trouver justement la solution. Et dans ce groupe-là, il va y avoir différentes personnes avec différents passés, une ancienne infirmière, une ancienne personne issue des services secrets, en tout cas, bref, toutes sortes de choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont vraiment dans ce qu'on pourrait considérer comme la dernière portion de leur vie, mais c'est des gens qui sont vifs, c'est des gens qui ont quand même des limitations physiques en raison de leur âge, mais qui ont vraiment le goût de se mettre dans l'action, et qui, justement, en raison du fait qu'ils vieillissent, peut-être que, justement, ils vont oser prendre plus de risques potentiellement que s'ils étaient plus jeunes, parce qu'ils se disent que, bon, de toute façon, ils ont vécu leur vie, puis ça va. Donc, c'est super intéressant. J'avais eu de la difficulté au départ avec le tome 1 parce que c'est un tome de mise en place, puis il était très lent. Mais une fois que le tome 1 est passé, je vous le dis, tome 2, 3, c'est fulgurant, c'est haletant. Il y a plein de ramifications intéressantes, il y a plein de sujets abordés. C'est une histoire qui est à multiples points de vue. Donc, on va suivre différents personnages, le point de vue de différents personnages, donc une espèce de roman policier choral. Bon, en fait, c'est eux qui vont finir par se mêler toujours dans une enquête de vrais meurtres et non pas juste de meurtres qui revisitent. Et ils vont être accompagnés quand même d'une policière qui est en genre de probation. Ben, pas probation, mais dans ce qu'elle vient d'arriver dans la police et tout ça. Et je pense que c'est un sergent, je me souviens plus trop. C'est une femme, et au départ, elle n'était pas beaucoup considérée dans la brigade, mais finalement, elle finit par être un petit peu plus mise de l'avant. Et elle va comme leur faire confiance dès le départ, puis devenir un petit peu leur point de repère pour si jamais ils ont des choses à faire au niveau légal et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Dans celui-ci, bien, comme je vous dis, je ne vous dirai pas exactement qu'est-ce qui se passe parce que c'est vraiment un tome 3, puis c'est vraiment intéressant de les lire dans l'ordre parce qu'il y a une évolution des personnages. Donc voilà, j'ai adoré. La plume était toujours, et de plus en plus, en fait, intéressante, la plume dans cette série-là. Puis je pense que toujours, moi, ce qui va aller me chercher, c'est une intrigue bien construite, et des personnages bien construits, qu'on a envie de suivre, qu'on n'a pas envie de quitter, tout ça. Donc, dans celui-là, on va vraiment retrouver ça. Il y a de l'humour, mais pas que, c'est plus quand même une vraie enquête. C'est le seul point commun qu'on a avec les Cozy Mystery, c'est que ça se passe dans une petite communauté fermée avec des personnages atypiques, dans ce cas-ci des personnes qui sont autour de 75-80 ans et qui sont les amateurs et qui vont finir par se retrouver mêlés à une enquête. Alors voilà pour la meilleure suite de séries lues depuis 2023. Ensuite, la catégorie numéro 3. Nouveauté que j'ai trop hâte de lire. Donc, un livre qui est récemment paru, que j'ai trop hâte de lire. Il y en a plein, évidemment, mais je vais y aller avec un livre que j'avais vu passer, si je me souviens bien, chez Fluent Books. Ça m'avait vraiment intriguée. Ça fait un bout qu'elle en a parlé. Je pense qu'elle avait reçu en service de presse, mais comme c'est en France, nous ici, c'était pas encore paru. Puis ça me disait bien. Puis c'est chez les éditions Iconoclast que j'adore, en fait, les éditions Iconoclast. Ça me bouscule toujours, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Donc, le titre, c'est
Bien sûr que les poissons ont froid de Fanny Rouette. Et c'est chez l'Iconoclaste. Alors, j'ai oublié la quatrième parce qu'évidemment, je ne l'ai pas avec moi. Alors, c'est parti. Ali, la vingtaine, vient de rompre avec Alexandre. Désormais, sa vie est rythmée par de longues journées d'ennui au travail et des rendez-vous sans lendemain. Elle se souvient alors d'un certain Nour, une liaison amoureuse sur Internet alors qu'elle n'avait que 15 ans. Pour échapper à sa crise existentielle, elle se lance dans une quête rocambolesque afin de le retrouver. Et c'est un premier roman. J'aime beaucoup les premiers romans. J'ai déjà participé à plusieurs années, en fait animé le club de lecture des rendez-vous du premier roman. Et je trouvais que ça permettait justement de découvrir des plumes qu'on connaissait pas nécessairement, puis qui osaient, parce que c'était leur premier roman. Souvent, ça va être au niveau stylistique un peu plus original. Donc, ça me disait bien. Puis je vous avoue que, en plus du fait que Fluent Books en avait parlé vraiment bien, la couverture avait quand même attiré. Bon, on va se le dire, c'est superficiel, mais ça a un impact pour moi des fois quand même. Donc, j'ai aimé la quatrième, j'ai aimé comment on m'en a parlé. Et en plus, la couverture était intéressante. Donc, celui-là, ça me dirait bien. C'est paru récemment au Québec, en mai. Donc, voilà. Ensuite, on était rendu à parution à venir que j'ai trop hâte de lire. Donc ça va être un livre qui n'est pas encore paru, mais que j'ai trop hâte de lire. Et encore une fois, c'est un livre que j'ai découvert grâce à la communauté Booktube. Une chance que vous êtes là parce que je sais pas, j'aurais plein d'idées sinon, mais hein, bon. Et cette fois-ci, je sais que beaucoup de booktubers que je suis l'ont reçu en service de presse. Il me semble que j'en ai entendu plus particulièrement parler chez Laura's Reading. Donc, c'est Le Dernier Quai de Nicolas Delestret et c'est chez Grand Angle. Il me semble que c'est chez Bambou, ouais, collection Grand Angle. Donc, je vais ouvrir la quatrième. Je vous dis, pour ceux qui ont déjà lu T.J. Klune, Under the Whispering Door, Sous la porte qui chuchote, je pense en français, ça me semble avoir des petits points communs, mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie de découvrir. Donc, je vous lis ça. Dans son hôtel situé sur un pic rocheux, Émile accueille et aide les pensionnaires dans un ultime voyage. Tous ont en commun d'être morts et doivent faire un travail introspectif pour apprendre à se pardonner. Ceux qui n'y parviennent pas connaissent un sort tragique. Tout se passe à merveille jusqu'au jour où de nouveaux clients arrivent sans aucun souvenir de leur ancienne vie. Ça a l'air tellement excellent. Puis la couverture, les illustrations, moi, me parlent vraiment beaucoup. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Puis ça va paraître ici tout bientôt. Là. Je triche un peu parce que, en fait, j'en ai plein d'autres que j'aimerais savoir, mais si j'ai bien compris, ça paraîtrait le 3 juillet ici au Québec. Donc, j'ai bien hâte de le lire. Et voilà pour cette catégorie-ci. Ensuite, plus grande déception depuis le début 2023. Grande déception, c'est un grand mot, mais déception quand même, oui. Mais c'est pas quelque chose de laquelle je m'attendais pas. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça fait un lien avec ce que je vous avais dit par rapport aux suites de séries. J'ai lu beaucoup de Cozy Mystery, donc j'ai découvert beaucoup de nouvelles séries Cozy Mystery, ce qui veut dire que, bien entendu, il y en a qui m'ont plu, il y en a d'autres qui m'ont pas plu. Puis celle-là, ça avait été vraiment comme... Tout le monde a l'air de vraiment aimer cette série-là, en tout cas sur Booktube, plus particulièrement en Europe. Et de ce côté-ci, j'en ai quand même entendu parler par des gens et tout ça. Et c'était la fameuse série de Joanne Fluke qui sont les mystères de Anna Svensson, qui en anglais, le premier tome est Chocolate Chips Cookie Murder. Et je voyais bien que c'était comme léger, mais on dirait que j'avais envie de l'essayer. J'avais quand même beaucoup d'attentes et j'ai été déçue. C'est-à-dire que c'est un Cozy Mystery qui se passe à Lake Eden. On va suivre une propriétaire de boutique de biscuits. Donc, ça s'appelle The Cookie Jar, en fait. C'est une jeune femme qui est revenue dans sa ville natale pour s'occuper de sa mère depuis que son père est décédé. Puis sa sœur est là, mais elle n'est pas comme vraiment capable de s'en occuper. Et elle va s'ouvrir une boutique de biscuits. Et elle va se retrouver dès le premier tome impliquée dans un meurtre parce que quelqu'un qui vient sortir de sa boutique et qui a des biscuits dans sa main tombe mort. Donc, elle va finir par se sentir impliquée là-dedans, essayer de résoudre tout ça, un beau-frère dans la police, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'était agréable de le lire. Pour moi, ça a été trop superficiel. On était trop bon. Il y avait de l'humour, c'était des personnages qui étaient dessinés à très, très grands traits, à la limite du caricatural. Donc, j'ai rien contre ça, mais ça me parlait pas. Il y a un peu de romance qui arrive aussi, qui finalement s'étire dans tous les autres tomes. C'est une série qui a été écrite vraiment en grande quantité. Je pense qu'elle est rendue au tome 20, l'autrice là, en anglais. J'ai rien contre ça du tout. Moi, j'avais l'impression de la manière dont on m'en parlait que ça allait venir me chercher. Et puis, ça n'a pas du tout fait. Donc, je l'ai lu, j'ai passé un bon moment. Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était complètement
quelque chose que je pouvais oubliable pour moi, donc c'était pas du tout inoubliable. Et c'est pas une série que je vais continuer, donc une série que je vais mettre de côté. Donc c'est pas de la grande déception, mais c'est une de celles que je poursuivrai pas. Ensuite, plus agréable surprise depuis début 2023. Et là, encore une fois, j'ai eu vraiment plein de surprises et c'est en lien quasiment avec meilleurs livres lus parce que j'ai eu plusieurs surprises qui sont mises en liste pour les meilleurs livres lus, mais il a fallu que j'en choisisse un. Un. Et j'ai décidé de choisir ma découverte de Tracy Chevalier. Et grâce encore une fois à Fluent Books, parce qu'elle en a très bien parlé et elle m'avait suggéré en message privé de commencer par Prodigieuse créature. Et j'avais noté tout ça, puis je me suis lancée là-dedans. Et j'ai adoré. Ça fait des années, bien entendu, que je vois passer Tracy Chevalier. On la connaît plus particulièrement pour La jeune fille à la perle. Et je savais même pas, en fait, je savais même pas trop sûr si c'était une anglophone ou une francophone. C'est une anglophone, mais je l'ai écoutée en français. Puis pour vous dire, je l'ai écoutée en livre audio en français et j'ai adoré. Habituellement, les traductions et moi, vous le savez, je vous rabats les oreilles avec ça. C'est pas vraiment ma passion. Mais celle-ci, j'ai adoré ça. J'ai adoré la plume de l'autrice qui est tellement fine, qui permet de mettre en scène. C'est vraiment, elle fait vraiment une plume qui crée une ambiance des personnages qui sont vraiment, qu'on a vraiment l'impression qu'ils existent. Dans ce Prodigieuse créature, en plus, c'est quand même basé sur certains faits historiques. Donc, on va suivre une jeune femme. Une jeune femme. À l'époque, c'était considéré comme une vieille fille, elle avait 25 ans, donc qui habite avec ses 3 sœurs, qui va déménager sur la côte du Dorset et qui va finir par se passionner pour les fossiles et qui va découvrir une jeune fille qui travaille dans le quartier ouvrier et qui, elle, cherche des fossiles juste pour vendre aux touristes parce qu'elles n'ont pas de moyens. Et cette jeune fille-là et cette vieille fille-là vont s'associer un petit peu avec leur passion et tout. Et la jeune fille va finir par découvrir des choses vraiment extraordinaires, donc des créatures qui n'avaient jamais été découvertes jusqu'à maintenant. Et ça se passe à une époque où, premièrement, les femmes peuvent pas sortir par elles-mêmes, les femmes doivent être sous chaperon, les femmes sont pas vraiment... on leur permet pas d'apprendre des choses, et encore moins c'est louche s'ils connaissent la science et tout ça. On tient pas compte de leur opinion, on exploite un petit peu, dans le fond, leur découverte. Donc, c'est sur fond de désir d'émancipation des femmes, découverte scientifique, en même temps, relations humaines, amitié, amour, parce que bien entendu, ces deux femmes-là vont un petit peu être en mode compétition éventuellement, mais c'est tellement bien écrit, j'ai adoré cette plume-là, ça fait en sorte que je vais lire, je crois, toutes les autres Tracy Chevalier potentiellement. Puis pour que j'ai réussi à l'apprécier même en français, c'est que premièrement, la traduction était excellente, mais deuxièmement, que la plume avait tellement quelque chose que ça transcendait le fait que c'était traduit. Donc vraiment, si vous n'avez jamais lu Tracy Chevalier, je seconde l'idée de Fluent Book. J'ai jamais lu La jeune fille à la perle, mais je pense que Prodigieuse créature, c'est vraiment quelque chose à découvrir absolument. Donc voilà. Sinon, dans mes agréables surprises, je vais quand même juste vous les mentionner rapidement. Mais bien entendu, je pense à Station 11 d'Emily St. John Mandel, que mon père m'a recommandé. Également, L'Anomalie d'Hervé Letellier, encore lui. On est vraiment plus dans la dystopie à ce moment-là, mais c'était des plumes extraordinaires, des constructions, pardon, des idées originales, des trames narratives intéressantes, des structures intéressantes, des plumes intéressantes. Puis également, des orientales que j'ai finalement réussi, j'ai découvert grâce à Mars au féminin, qui était le challenge qui était mis de l'avant par Fluent Books aussi. Mais c'était une autrice qui venait du Moyen-Orient et qui habitait en France. Et ça, encore une fois, c'était une plume tellement excellente. J'ai adoré. Le sujet abordé était rude, mais était très, très bien approché. Donc, en vrac, je vous donne ces trois-là au cas où, en plus, juste pour compléter votre liste. Ensuite, j'ai aussi... bon, c'est pas grave, je vais en parler là. La première catégorie, c'est nouvelle auteur favori. Cette fois-ci, c'est nouvelle autrice favorite. Donc, c'est l'Islandaise Odurava Ólafsdóttir, qui n'est pas une nouvelle autrice, bien entendu. Ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse. Ça fait longtemps que je la vois passer. Ça fait longtemps que je me dis que je vais la découvrir. Puis à chaque fois, j'hésitais un peu. Et j'ai découvert Rosa Candida, qui était le titre pour lequel elle était le plus connue. C'est dans les premiers qui ont été publiés, en tout cas en français. C'est pas nécessairement son premier, mais... Et j'ai adoré sa plume. Ça se passe en Islande. On n'est pas dans le polar du tout. On est dans l'humanité, l'introspection, encore une fois, roman d'ambiance, quête, mais pas croissance personnelle là, du tout, mais juste comme avec une petite dimension, je sais pas comment le dire, mais c'est
c'est doux, c'est fleuri, c'est juste, on a envie d'en apprendre plus, ça en a vraiment beaucoup sur l'humain. Donc, Rosa Candida faisait également partie de mes agréables surprises, je viens de me rendre compte, mais bon, peu importe. Et évidemment, Odurela Ava Olavzotir, c'est une autrice que j'ai découverte et qui est vraiment rendue dans mes autrices favorites. Et j'ai décidé d'acquérir ses œuvres en français pour un bout parce que c'est des œuvres que j'ai envie de découvrir et que j'ai pas envie nécessairement d'emprunter à la Bibli parce que je vais les lire quand je suis dans le au bon moment pour les lire sans nécessairement avoir à me presser puis à me soucier de potentiellement quand il faut que je rapporte le livre et tout ça. Donc, voilà. Ensuite, nouveau personnage favori. Bon. Je dirais que c'est un nouveau duo de personnages. Favori, je le sais pas, mais c'est un qui m'a beaucoup plu. C'est encore dans les Cozy Mystery et cette fois-ci, c'est dans la série des Loveday and Ryder de Faith Martin. Donc, c'est Trudy Loveday et Clement Ryder. Donc, Trudy Loveday qui est une constable dans la police à une époque, encore une fois, où la police et les femmes, c'est pas la grosse chose. On l'enferme un peu dans des petites tâches cléricales typiques féminines de l'époque, genre du travail de bureau, apporter des cafés, des choses vraiment plates. Et elle va tomber par inadvertance sur un coroner qui est un ancien chirurgien qui se bat contre une maladie en secret et qui, c'est pour ça un peu qu'il a fait son changement de carrière. Et un coroner qui est un peu, disons, têtu, à qui on n'en passe pas une, n'est-ce pas? Et qui a tendance à ne pas vouloir, ne pas accepter des verdicts qui ne sont pas corrects vraiment, à vouloir vraiment bien comprendre quels sont ses... en fait, être sûr que vraiment le bon verdict a été rendu par rapport à un crime et qui va réquisitionner Trudy Loveday sur un coup de tête un peu et que ça va être une agréable surprise et ils vont travailler vraiment bien ensemble pour différentes enquêtes, donc des enquêtes que la police veut pas vraiment qu'ils soient remuées, mais que le coroner décide de faire ressurgir, demande Trudy Loveday pour aider. Au poste de police, on est bien trop content de se débarrasser, entre guillemets, de la femme policière. Et finalement, elle, ça va lui permettre, elle est très jeune, d'apprendre beaucoup auprès de l'expérimenté Clement Ryder. C'est vraiment une belle dynamique, c'est des beaux personnages. J'aime beaucoup leur relation. Clement Ryder, il a tendance à pousser le bouchon, disons, en termes de légalité. Loveday a un peu cette intuition-là, mais en même temps, il ne veut pas perdre son travail, donc ça crée vraiment des belles relations. Donc, ce duo-là est vraiment excellent. J'en suis rendue au tome 2 de cette série-là, puis c'est sûr que je vais la poursuivre, et particulièrement à cause des personnages. Parce que c'est la plume n'est pas extraordinaire de l'autrice, Faith Martin, mais ce duo-là est vraiment intéressant à retrouver. Donc, voici pour cette catégorie-là. Ensuite, un livre lu qui m'a fait pleurer. Bon. Moi, je suis allée avec un livre qui m'a émue. Je pleure rarement quand je lis des livres. J'en ai eu un qui m'a vraiment beaucoup émue, mais celui-là plus particulièrement, puis je viens tout juste de vous en parler. En fait, je viens tout juste de vous en parler, ou je vais vous en parler dans le futur vlog que vous allez voir. Je vous en parle dans le futur vlog que vous allez voir. Bon. Alors, écoutez, ça s'appelle... c'est un livre que j'ai eu l'opportunité de découvrir grâce à Audiolib via la plateforme NetGalley, et donc j'ai eu la version audio, mais c'est un livre qui est paru en papier quand même depuis. C'est le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohan. Et je vais pas trop vous en parler parce que je vais vous référer à mon blog, mais en gros, c'est un... Bon, je vais vous en parler rapidement, sinon ça sert à quoi m'accélérer. C'est un livre qui m'a vraiment émue, aux larmes remuées, que j'ai eu envie, à la limite, d'abandonner plein de fois, pas parce que c'était pas de qualité, au contraire, mais parce que ça m'envahissait puis je savais pas si j'étais capable de gérer ça. On va suivre Irène, qui est une Française qui habite en Allemagne depuis plus de 20 ans, qui travaille à l'International Tracing Service, donc un organisme qui a été fondé après la Seconde Guerre mondiale pour soutenir les Juifs qui ont subi, les Juifs et tous les déplacés qui ont été maltraités, à la limite, maltraités, c'est un euphémisme, maltraités ou tués pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie, et pour essayer de permettre aux familles de ces gens-là d'avoir un peu plus d'informations, peut-être de pouvoir boucler la boucle un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé. Et elle va travailler là pendant longtemps et on va la suivre alors qu'on vient lui confier une mission récemment qui est de restituer des objets qui ont été saisis à des gens qui arrivaient dans les camps d'extermination. Et on leur saisissait tout, on les déshabillait complètement puis ils ne pouvaient pas rien garder. Et ça a été saisi et conservé en partie par les nazis. Et ces objets-là, dans le fond, on lui donne la mission de retrouver leur propriétaire
Et le cas échéant, dans la plupart des cas, c'est malheureusement pas possible de remettre au propriétaire parce que ces gens-là sont décédés dans d'horribles conditions. Mais d'essayer de trouver le plus proche parent puis de leur remettre. Donc, elle va se lancer dans ces enquêtes-là. Et évidemment qu'à travers ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être plongé dans ce pan d'histoire-là, qui est plus particulièrement les camps d'extermination, mais par le biais des objets. Puis on va surtout découvrir l'histoire de l'humain, ce qui est moins le cas quand on parle souvent des camps d'extermination. On va peut-être, en tout cas pas souvent, mais souvent quand même mettre l'accent sur qu'est-ce qui s'est passé, donc l'horreur, qui est l'horreur, on en parle aussi dans ce livre-là. Mais là, on va plus particulièrement essayer de redonner une humanité à ces gens-là parce qu'on essaie de retrouver leur histoire. On essaie de ne pas juste les mettre comme étant une victime de l'extermination dans les camps. On essaie de retrouver leur histoire et tout ça. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi dire d'autre que La Plume est extrêmement juste. C'est basé sur des recherches quand même bien poussées. Évidemment, c'est de la fiction, mais quand même, on sent qu'il y a une recherche. Et ça m'a complètement émue. Je trouve que l'autrice pousse la limite jusqu'à la limite du supportable, mais elle ne le dépasse pas trop, ce qui fait qu'on est quand même capable de l'apprécier tout en s'ouvrant les horizons, en faisant tomber les œillères et tout ça. Donc, vraiment un livre à découvrir. Il n'est pas encore paru en format poche, il est paru en grand format seulement puis en audio. Mais si jamais vous avez la chance de le découvrir aussi en audio, la narratrice est vraiment excellente. Elle va faire différentes voix, mais c'est pas des voix caricaturales. Donc, en tout cas, je vous le dis, c'est vraiment un livre qui m'a fait pleurer, et vraiment un livre marquant. Puis je ne m'attendais pas pantoute à ça, là, donc ça pourrait être dans une surprise aussi parce que je m'attendais à, premièrement, l'abandonner puis à pas nécessairement embarquer, mais finalement, j'ai adoré ça. Ensuite, un livre qui m'a fait sourire. Alors là, on passe complètement dans un autre ordre d'idée. Et je me rends compte que j'ai pas lu beaucoup de livres humoristiques. Ben, j'ai quand même lu un Fab Caro. Mais on dirait qu'il n'y a rien, moins de choses qui m'étaient restées de ce livre-là. Donc, je suis allée avec une valeur sûre, qui est Alerte culotte meurtrière d'Élise Gravel. Sous-titre Fausses nouvelles, désinformation et théorie du complot. Donc, c'est un documentaire jeunesse, mais jeunesse que je me dis que tous les adultes devraient lire également en cette époque où la désinformation fait loi. Et c'est vraiment intéressant. Ça va combiner de la sensibilisation à la désinformation avec un visuel vraiment comique puis l'humour habituel de La Plume d'Élise Gravel. Mais je vous dis, oui, c'est vendu comme un documentaire jeunesse, mais en tant qu'adulte, il y a vraiment, comme il y a des trucs, il y a des approches, il y a des choses intéressantes à faire. C'est pas... on tient pas tant le jeune par la main, on fait juste comme essayer de le sensibiliser, puis c'est comme si on fait confiance aux jeunes lecteurs de prendre les bonnes décisions. Puis je pense que c'est aussi agréable pour les adultes. Donc je vous dis, ça m'a fait sourire parce qu'il y a de l'humour. En même temps, ça m'a fait un peu sourire jaune dans certains cas parce qu'on sait que c'est vraiment la désinformation en ce moment, c'est un peu un fléau, donc pas un peu beaucoup un fléau. Donc je vous dirais que ça a été un livre qui m'a fait sourire, mais pas que. Finalement, il m'en reste encore deux, là. Lâchez pas. Le livre le plus beau reçu ou acheté en 2023. Alors ça, c'est récent. Je l'ai trouvé dans une vente de livres à ma bibliothèque, vente d'usagers. Donc, c'est le fameux Bird de Béatrice Martin-Vidal. C'est adorable. C'est un livre, bon, je l'ai en anglais, mais c'est un livre sans texte avec peut-être une phrase ou deux. Puis, c'est l'histoire d'un enfant. Je vais vous montrer juste comme une image, mais c'est superbe. Le visuel est extraordinaire. Les positions, ce que ça évoque en sans parole, c'est incroyable. En fait, c'est l'histoire d'un enfant qui veut prendre son envol littéralement. C'est comme une espèce de jeune Icare, on dirait. Et au figuratif. Donc, au figuré, pardon. Et ça va être en lien avec un vol d'oiseaux qui va se métamorphoser tranquillement au fil de l'histoire en quelque chose d'un petit peu plus, disons, au second degré. Mais c'est un superbe livre. Ça a été publié chez... celui-là, c'est chez Simply Read Books. Puis je sais pas si ça a été fait en français, mais comme je vous dis, c'est du sans-texte avec, je pense, une phrase en anglais. Fait que si jamais vous avez la chance, c'est excellent. Puis je l'ai en usagé, puis c'est correct, là. J'aurais réussi à l'avoir encore plus en neuf, mais c'est un des plus beaux livres que j'ai en ce moment, que j'ai acquis récemment dans ma bibliothèque. Et enfin, la dernière catégorie que j'ai, moi, ajoutée, parce que je pense qu'Alex Bouquin-Pradal ne l'avait pas nécessairement mis ou elle l'avait fusionné avec un autre, c'est un livre que je dois lire d'ici la fin 2023. Bon, je dois, c'est probablement un mot qui est dans
dans mon vocabulaire. Un livre que j'aimerais beaucoup avoir lu d'ici la fin 2023 parce que c'est une autrice que j'ai découverte cette année, qui est elle aussi une autrice au long cours, mais qui m'a vraiment donné envie. Et c'est, sans surprise, parce que j'en parle un peu plus tôt, Sea of Tranquility d'Emily St. John Mandel. C'est un livre dont la traduction française va paraître, pour information, à la fin de l'été, au début de l'automne, il me semble. Donc, manquez-la pas pour ceux qui ne parlent pas en anglais. Mais c'est encore une fois un livre à plusieurs temporalités. C'est un peu sa spécialité. On sent que c'est de la dystopie et ça semble faire référence quand même à Station Eleven. Donc, je ne sais pas trop si je peux vous en dire parce que je ne vais pas non plus vous divulgacher, mais dans le fond, tout ce que ça dit, c'est... je vais vous dire qu'est-ce qui est dit en haut de la page. Ça dit que c'est un roman qui parle d'art, de temps, d'amour, de peste. Ben, peut-être plus comme de pandémie ou en tout cas, qui va emporter le lecteur de l'île de Vancouver en 1912 à une sombre colonie lunaire près de 500 ans plus tard. Et que ça va mettre de l'avant l'histoire de l'humanité à travers les siècles et l'espace. Ce que Emily St. John Mandel fait souvent, ça va vraiment être un peu comme le battement d'aile du papillon. Là. Souvent, ces choses, c'est plusieurs temporalités. On va finir par faire le lien entre les différents personnages et les différents événements. Mais là, dans la 4e, on fait déjà référence à des choses que j'ai l'impression qui se sont passées sur Station Eleven. Puis là, je suis en train de me demander s'il faut que je dise aussi de Glass Hotel, parce que c'est pas indiqué que c'est une suite. Moi, j'ai l'impression que peut-être. Donc, je vais voir ce que je vais faire, mais bref, celui-ci, j'ai vraiment envie de le découvrir. Puis si vous n'avez jamais découvert Emily St. John Mandel, n'hésitez pas. Station Eleven, vraiment un must. Évidemment, bon, ça se passe ça met de l'avant une pandémie. Donc, si vous n'êtes pas vraiment prêt à ça, post-pandémie de COVID, n'y allez pas. Mais c'est une autrice dont la plume est excellente, qui sait jouer avec la temporalité avec brio. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ce livre-là en 2023. Et c'est ce qui conclut ce fameux tag Mid-Year Book Freakout, inspiré par Alex Bouquin en Prada. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça a été intéressant pour moi de faire un petit point sur mes lectures jusqu'à maintenant. Évidemment que ça représente ma perception des choses aujourd'hui à cette heure-ci. Peut-être que si je le refaisais dans une semaine avec les lectures que je suis en train de faire, ça pourrait changer. L'idée, c'est juste de faire découvrir des titres, se poser des questions par rapport à où on en est et tout ça. Donc, ça va bien plus de le faire. Alors, écoutez, je vous souhaite des super belles découvertes pour cette seconde moitié de 2023. Est-ce que vous avez également eu envie de faire un petit bilan de mi-année pour cette année-ci? Est-ce que l'été s'en vient et que vous voulez rattraper des lectures que vous n'avez pas eu le temps de faire cet hiver? N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Et puis d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite des adorables découvertes et puis j'ai hâte de vous voir. À bientôt!